Eh bien coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente puisque nous sommes au mois d'avril et que d'après Céline Lecture, c'est le mois des lectures SF. Alors cette année, à cause de mon manque de lecture, on va dire, j'ai pas voulu faire de pal. Comme ça, je vais juste lire ce que j'ai envie de lire, tout simplement. Je me mets pas de pression. Mais par contre, je voulais en fait vous donner la liste des livres qui m'ont le plus marqué en science-fiction. Alors ce ne sont pas forcément mes livres préférés dans le sens où je ne vais pas faire un top numéroté, je n'ai pas mis d'ordre spécifique. Par contre, je voulais vraiment parler des livres de SF qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à en lire. Et puis bien entendu, vous pouvez vous en servir pour vous inspirer pour vos lectures, pour piocher dedans si vous ne savez pas trop quoi lire pour ce mois de la SF. Et comme d'habitude, de toute façon, le but c'est de se donner des idées. Et bien donc, écoutez, on va commencer tout de suite par ce qui me semble avoir été le tout premier livre de SF que j'ai lu de ma vie et que j'ai lu quand j'étais en 4e, donc je devais avoir 12 ans. C'est la même période à laquelle j'ai commencé avec les Stephen King. Sauf qu'à l'époque, je pensais ne pas aimer la science-fiction parce que la science-fiction, tout ce que je voyais, c'était des space opéras ou alors des couvertures avec des femmes avec des gros seins et des grosses fesses, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'était pas du tout un genre qui m'attirait, même dans la lecture jeunesse. Je me dis, oh, c'est pas bien intéressant tout ça. Et du coup, quand j'ai lu ce livre, je n'avais pas compris que c'était de la SF. Alors, ce livre s'appelle Singularité. Il a été écrit par William Sleator. Je ne sais pas s'il est encore trouvable, parce que c'est dans des très vieilles éditions. Je crois que c'est dans les Pocket Junior ou quelque chose comme ça. Et je n'ai pas vérifié en fait si ça a été réédité, mais en tout cas, je sais qu'on peut le trouver en anglais. Donc Singularité commence avec le décès de l'oncle de Harry et Barry, qui sont jumeaux. On passera pour l'originalité des prénoms. Qui en fait ont pour charge de surveiller cette maison pendant 2 semaines dans laquelle ils vont rester donc pendant ce temps-là, et ils vont se rendre compte que dans cette maison il se passe des phénomènes très étranges, des phénomènes assez paradoxaux qui ne peuvent absolument pas expliquer. Un jour, une dispute entre les jumeaux éclate et l'un d'entre eux va prendre une décision qui va changer complètement sa vie et qui va lui permettre aussi de découvrir en fait pourquoi il y a de tels phénomènes dans la maison. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai lu ce livre quand même il y a plus de 30 ans. Mais je sais qu'il m'avait beaucoup marqué à l'époque et jusqu'à maintenant, j'ai encore certains passages, certaines scènes qui me restent dans la tête. Et en particulier, je me rappelle qu'il y avait une histoire de temps, une histoire de phénomènes scientifiques. C'était aussi le premier livre que je lisais, dans lequel il y avait beaucoup de choses basées sur la science, sur en fait ce qu'aujourd'hui on appelle les phénomènes quantiques. Voilà, et qu'à l'époque, bien entendu, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais maintenant, avec du recul, les scènes que j'ai en tête correspondent parfaitement à ce qu'on peut retrouver dans ce type d'histoire. Donc, c'est un livre que je conseille particulièrement à des enfants. À des enfants, à des adolescents, si vous pouvez vous le procurer. Et j'avoue que par curiosité, je pense que je vais le relire bientôt parce que c'est un auteur qui est très très peu connu chez nous, mais qui apparemment est assez connu dans le monde anglophone et qui a écrit beaucoup d'autres livres, mais je ne suis pas sûre que les autres aient été traduits en français parce que je ne les ai pas du tout trouvés. Donc peut-être vous réussirez à mettre la main sur Singularité si vous avez une médiathèque avec des vieux bouquins. Et sinon, écoutez, si vous pouvez lire en anglais à ce moment-là, si je le lis, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, c'était une histoire qui m'avait prise. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à sortir du livre. C'est vraiment quelque chose que j'aimais littéralement avaler. Je me rappelle que j'avais même sous ma table d'école pour lire quelques pages dès que j'avais 5 minutes. Donc c'était vraiment, c'était à la limite de l'obsessionnel. Après autant de temps, bien entendu, je me rappelle vraiment pas bien de l'histoire et des détails. Mais jusqu'à maintenant, quand même, 30 ans plus tard, il y a certaines chaises, non pas chaises, scènes, qui me sont restées et voilà. Donc j'espère juste que c'est pas des spoils ou des choses comme ça, mais oui, je me rappelle bien qu'il y avait une histoire d'horloge, de temps, d'un lapin dans une cabane et de distorsion. Voilà, qui correspond à la thématique dont je vous ai parlé plus tôt. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler d'un autre que j'ai lu il y a très très longtemps et que j'avais absolument adoré, qui m'avait marqué comme jamais, et c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Vous voyez, si on parle de livres préférés, comme ça fait très longtemps que j'ai lu et que je sais maintenant qu'il y a des problèmes sur lesquels en fait
je prêterai plus attention que ce que j'ai fait à l'époque, peut-être que je le verrai différemment. Mais j'en ai un souvenir vraiment très très fort. C'est un livre pareil qui m'a happée, c'est l'un des livres pour lesquels j'ai le plus pleuré et c'était absolument incroyable. Alors, La Nuit des Temps, s'il y en a qui ne connaissent pas en fait, commence avec une expédition en Antarctique, puisqu'en forant, ils ont trouvé les traces d'une sorte de vaisseau métallique tout au fond des glaces. Et en fait, ils vont essayer de libérer ce vaisseau et d'essayer de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a 2 corps qui sont endormis, cryogénisés. On ne sait pas trop, mais ils sont là et il semblerait qu'ils soient vivants. En parallèle, nous avons les souvenirs de ces 2 personnes qui sont dans la glace, les souvenirs de leur ancien monde, de leur époque, puisque ce sont des personnes qui ont vécu il y a 10 000 ans dans une civilisation de très haute avancée technologique et qui se sont détruits eux-mêmes. Et on va donc suivre cette histoire, en fait, cette histoire qui date d'avant la préhistoire, d'avant vraiment que les premières civilisations existent, mais qui montre encore une fois que la technologie trop développée et les guerres entre les hommes en général foutent tout en l'air. Voilà, ça c'est un petit peu... Mais je me rappelle très bien que, bien entendu, entre mon amour personnel de la science et de l'histoire, c'était vraiment une histoire qui touchait à beaucoup de choses que j'aimais beaucoup. J'ai trouvé effectivement que les descriptions de ce monde, de cette époque, de ces machines, la façon de fonctionner, ça avait quelque chose d'absolument fascinant. L'expédition à l'Antarctique, en fait, passe complètement en arrière-plan, puisqu'en dehors de la découverte, les 3/4 du livre sont, en fait, l'histoire d'Eléa et Païkan. Je me rappelle des noms quand même. C'est quelque chose que j'ai lu, je dois avoir une 15aine d'années, donc ça remonte à loin aussi. Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir, je me rappelle même des descriptions physiques des personnages principaux. Et c'était quelque chose vraiment que j'avais trouvé très beau, très touchant, fascinant du point de vue d'un monde antique et également des progrès scientifiques qui étaient décrits. Voilà. Par contre, c'est vrai que si on devait me demander aujourd'hui quel était ton livre préféré de Barjavel, je pense que je le remplacerai par Ravage. Pourquoi par Ravage ? Parce que Ravage m'a plus marqué dans le sens où Ravage m'a laissé vraiment une trace indélébile dans le cerveau. C'était le tout premier livre que je lisais de catastrophe, d'apocalypse et de monde post-apocalyptique où l'être humain en fait ne sait plus se débrouiller, il n'y a plus de machines, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Et donc, c'est une porte ouverte à la sauvagerie humaine, au groupe qui se forme, Si vous connaissez les livres post-apocalyptiques, c'est vraiment un classique à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'était le tout premier que je lisais. À cette époque-là, je n'avais pas vraiment le droit de regarder de films avec ce type d'histoire. En même temps, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose de très nouveau, de révolutionnaire en fait dans ma petite tête. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je pense que c'est ce qui m'a donné le goût par la suite à tout ce qui est post-apocalyptique. De devoir se poser ces questions mais au fait, même si c'est de la fiction, pour des raisons différentes, du jour au lendemain, la civilisation humaine peut se retrouver sans ressources ou sans électricité ou sans moyens en fait, sans notre confort auquel on est tellement habitué qu'en fait on ne sait plus se débrouiller sans. Qu'est-ce qu'on ferait ? Comment est-ce qu'on se débrouillerait ? Et surtout, comment est-ce qu'on éviterait les dangers provoqués par les autres êtres humains et non pas en fait par la chute de la technologie. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué et qui jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cette petite pensée pour Ravage qui m'avait aussi beaucoup angoissée à cause des questionnements que ça impliquait et voilà, et donc effectivement je pense que celui-là m'a marqué plus, pas de façon plus durable mais plus dans mon futur par rapport à quand j'ai lu et plus dans ma façon de penser. Voilà, c'est plus l'autre m'a marqué par rapport à son histoire, par rapport à ce qui se dégageait. Celui-ci m'a marqué par rapport aux conséquences que ça a eu directement sur moi. Voilà. Alors, 3e livre qui m'a beaucoup marqué, il y en a à peu près une 15aine, donc 3e livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Les fourmis de Bernard Werber. Alors, Les fourmis nous racontent l'histoire d'une fourmi. mais pas que. En fait, on suit en parallèle 2 histoires. Nous suivons d'abord l'histoire d'une famille qui va hériter d'une maison dans laquelle ils vont découvrir certaines inventions de leur oncle ou de leur grand-père, ça je ne me rappelle plus vraiment, mais qui a créé un certain nombre de machines, dont une qui va leur permettre en fait
de découvrir certaines choses que je ne veux pas vous dire pour l'instant, mais on suit leur parcours avec la découverte de ce type de machine dont l'utilité sera découverte au bout d'un moment. En parallèle, nous avons une fourmi dont le numéro m'échappe. Il me semble que c'est 109, mais je ne suis plus sûre. Parce que les fourmis étant très nombreuses, leur nom se résume à un numéro. On va suivre cette fourmi dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, dans sa colonie, en fait, dans son interprétation du monde qui l'entoure et qui est une interprétation complètement différente pour des choses que nous aussi on voit, mais qui, elle, à cause de sa taille, change complètement de perspective et change complètement son appréhension des choses, en fait. J'ai trouvé que ce livre était d'une originalité incroyable. Si vous n'avez pas encore lu, n'hésitez pas parce que c'est passionnant, d'autant plus qu'il est très très bien renseigné sur les fourmis réelles. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction dans le sens où, bon, forcément, on n'est pas dans leur tête, on ne peut pas savoir. Et puis, il y a l'histoire des machines à côté. En fait, c'est ça qui fait vraiment science-fiction. Mais l'histoire est vraiment surtout basée sur la nature, sur la vie des fourmis, sur ce type de choses et sur la façon, en fait, de leur civilisation est développée, dont elles combattent les unes avec les autres, dont leur société est formée. Or, même si l'histoire est fictionnelle, toutes les descriptions de types de fourmis et de ce qu'elles sont capables de faire, c'est réel. Ça a été étudié, ça a été... on voit ça d'ailleurs dans des reportages, puisqu'après avoir lu ce livre, j'avoue que je me suis beaucoup posé des questions, je me suis dit, c'est pas possible quand même. Parce qu'effectivement, il y avait une note qui disait bien que ça avait été fait à la suite d'études sur des fourmis. Je suis allée regarder et effectivement, ce sont bel et bien des choses qu'elles font. Que ce soit la création de tanks, la guerre bactériologique, enfin... Forcément, on ne l'utilise pas avec ces mots-là pour elles, mais c'est ce que c'est pour nous. Et en fait, elles développent des choses très très similaires à ce que la société humaine a développé avec leurs moyens. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment absolument fascinantes. Et j'ai trouvé sincèrement que tout ce qui était du côté des fourmis était passionnant. Mais vraiment. Et puis si vous n'aimez pas les fourmis, lisez ce bouquin, vous allez changer complètement d'opinion. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Mais je connais d'autres personnes qui, après avoir lu ce bouquin, les ont vraiment regardés d'un autre œil. Donc, déjà, je trouve que c'est très bien de regarder ces créatures pour ce qu'elles sont vraiment et pas pour des petites choses qui nous embêtent. Et oui, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, il y a toujours le problème avec cet auteur, ça c'est une opinion personnelle, Bernard Werber, je trouve que il réussit pas très bien sa description des personnages, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais des personnages très attachants. Ce sont toujours un petit peu des clichés de héros ou d'anti-héros qui en fait, bon, s'attendent très bien à ce qu'ils vont être. Mais je trouve que dans ce livre-là, leur présence étant absolument minimale, ça ne dérange pas. Voilà. Le défaut, je l'ai trouvé après récurrent dans d'autres livres dans lesquels les humains ont une part beaucoup plus importante, donc là c'était un petit peu plus embêtant, même si ce que j'adore avec cet auteur, ce sont ses idées, ses descriptions, son imagination, autre que quand ça concerne directement les êtres humains. Donc tout ce qui est vis-à-vis de la nature, des théories scientifiques, voilà, ça c'est absolument génial, il a des idées, mais voilà, c'est le traitement des personnes, des humains en tant qu'humains qui sont un petit peu... voilà. Mais oui, lisez-le. Si vous avez des enfants, ou en tout cas à partir d'un certain âge, n'hésitez pas à leur faire lire aussi parce que je pense que ça va les passionner. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser à partir d'un très jeune âge. En fait, je dirais à partir du moment où un enfant est capable de lire un roman entier, allez-y, vous allez lui faire plaisir. Alors, livre suivant. Il s'agit de Souvenirs de Philippe Dick. Souvenirs est un recueil de nouvelles de Philippe Dick et c'est avec ce livre que je l'ai découvert. Que j'ai découvert les idées de Philippe Dick en littérature parce que j'avais déjà vu pas mal de films basés sur sa façon de voir le monde. Le fait que le monde dans lequel on est n'existe peut-être pas, que nous vivons peut-être dans un monde imaginaire, que ça se passe dans notre tête, qu'en fait ce qu'on voit autour de nous n'est pas réellement ce que c'est. Soit ça n'existe pas. Ce sont des idées vraiment très très étranges et finalement qui ont été repris dans des films et qui font que si l'histoire est suffisamment bien racontée, on se dit mais au fait, pourquoi pas? On ne sait pas. Mais est-ce que c'est si impossible que ça? Après, c'était un auteur qui avait des graves problèmes psychologiques, hein, mais sa façon de présenter les choses, elle les rend crédibles.
Matrix, par exemple, a été directement inspiré par sa façon de voir le monde. Dans les films que j'ai vus qui étaient inspirés de ces histoires, j'ai vu Minority Report que j'ai adoré, j'avais vu Blade Runner que j'ai absolument adoré. Par la suite, j'ai lu le livre, assez différent, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Est-ce que Source Code est de lui? Je ne sais plus, mais c'est un film aussi que j'ai adoré, qui était aussi complètement dans son type d'idée. Il y avait Scanner Darkly, qui me semble, dont le titre n'a pas été traduit en français. Il y en a plusieurs. Bref, en fait, c'est vrai que déjà quand j'avais découvert ces univers-là, j'avais trouvé ça fascinant. Je répète beaucoup fascinant, passionnant, mais maintenant je vous donne les bouquins qui m'ont le plus marqué. Donc le vocabulaire risque de tourner autour de ces mots. Voilà. Alors, je ne veux pas vous donner plus de précisions sur les histoires dans ce recueil, puisque ce sont des nouvelles. Donc effectivement, si je commence à vous décrire les nouvelles, je vous donne toutes les histoires. Mais ce sont des histoires très très variées, dont certaines vont toucher à ce qui peut se passer dans notre tête et dans notre imagination. D'autres vont plutôt décrire ce qui se passe directement autour de nous, c'est-à-dire que c'est nous en fait qui voyons le monde tel qu'il est, et ce sont les personnes ou en fait les bâtiments, les choses autour de nous qui ne sont pas ce qu'elles devraient être et qui ont l'impression d'être dans un autre monde. En fait, dans ces histoires-là, on a l'impression avec lui soit d'être dans un monde qu'on ne comprend pas, mais dans lequel on est coincé, soit d'être dans une bulle extérieur, en train de regarder le monde qui nous entoure, de le comprendre, mais que personne d'autre ne le comprend pour ce qu'il est. Voilà. Je trouve que Philip Dick est un auteur quand même très particulier. Tout le monde n'adhère pas à ce type de SF, parce que c'est quand même assez tortueux, c'est quand même très particulier, que je viens déjà de dire, mais c'est pas grave. Mais je trouve que si vous avez envie d'attaquer cet auteur, attaquer des nouvelles, en fait, c'est la meilleure des choses, comme toujours, pour découvrir ce type d'écriture, pour découvrir un panel d'histoires qu'il est capable d'écrire, mais aussi parce que moi, en tout cas personnellement, j'ai trouvé que ces nouvelles étaient au moins aussi bien écrites que ses romans. Voilà. Donc pour cette raison-là, je pense que c'est à conseiller sans hésiter. Alors, parmi les livres qui m'ont marqué, il y a également mon livre préféré d'H.G. Wells. Il s'agit de l'île du Docteur Moreau. J'en ai lu plusieurs de cet auteur, mais j'avoue que l'île du Docteur Moreau m'a beaucoup marqué, encore une fois. C'est un petit peu récurrent dans cette vidéo. Alors, l'île du Docteur Moreau nous raconte l'histoire d'une personne, donc notre personnage principal, qui s'échoue sur une île dans laquelle il va découvrir un certain nombre de choses pas très catholiques, dont des animaux incroyables, des animaux extraordinaires, mais aussi dans le mauvais sens du terme, des animaux effrayants, des choses en fait qui n'existent pas dans le reste du monde, et pour lequel il se demande comment est-ce que sur cette île, des créatures pareilles peuvent vivre, et on ne le retrouve pas dans le reste du monde, de se demander qu'est-ce qui fait que ces animaux ont été séparés du reste. Et dans cette île, il va découvrir qu'une personne y habite, le docteur Moreau, qui est bel et bien une personne. Donc le titre nous rappelle bien en fait il s'agit d'un vrai docteur, c'est pas le nom de l'île. Et que ce docteur en fait étudie ces animaux, à sa façon. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Un détail par contre que je peux donner sur ce livre, parce que je sais que tout le monde n'adhère pas à ça, c'est que c'est de la science-fiction horrifique. Par rapport à d'autres livres de cet auteur qui étaient censés être un petit peu effrayants ou un petit peu, je trouve que celui-ci est largement au-dessus à ce niveau-là. Il y a plusieurs scènes, plusieurs passages qui franchement font froid dans le dos, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les expériences du docteur Moreau, que ce soit pour le personnage principal et sa façon de percevoir les choses, car parfois il ne les voit pas, il ne fait que les entendre. Parce que bien entendu, il va essayer de trouver un moyen de partir de cette île, parce que entre les dangers qui l'entourent, les créatures, et puis il est coincé au milieu de nulle part, donc bien entendu, comme n'importe quelle personne normale, il veut pas rester là, il veut rentrer à la maison. Voilà. Et j'ai trouvé que ce livre était vraiment, jusqu'à maintenant, il fait encore une fois partie de ces livres dont parfois j'ai les idées qui reviennent, j'ai des scènes qui reviennent, et des scènes assez marquantes. Assez effrayantes, clairement, même pour quelqu'un qui lit de l'horreur. J'ai trouvé qu'il y avait dans ce livre, c'est plus effrayant dans le sens de l'atmosphère et du côté très très malaisant. On est mal à l'aise vraiment dans beaucoup de scènes.
Ça me rappelle un petit peu Sa Majesté des Mouches. Même si l'histoire est complètement différente, mais il y a ce côté naufragé sur une île déserte avec des choses avec lesquelles on ne veut pas avoir à les affronter ou à faire avec, et de se rendre compte qu'en fait on risque d'être coincé là-dedans et de ne pas avoir le choix et de découvrir aussi ce qui se trame derrière. Voilà, c'était vraiment très très... Donc celui-là, bon, clairement je ne le conseillerais pas à des plus jeunes comme je l'ai fait précédemment. Mais si vous voulez tenter le coup pour un livre d'H.G. Wells, moi personnellement je trouve que c'est le meilleur de tous, même si les autres aussi en règle générale sont assez bons, mais celui-là je trouve a une saveur particulière qu'on ne retrouve pas dans ses autres romans. Voilà. Ensuite, un de mes petits chouchous, encore une fois, il s'agit de Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Alors déjà, j'adore les livres de Ray Bradbury en général. Chroniques martiennes est un fix-up, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un recueil de nouvelles, sauf que dans un fix-up, les nouvelles sont en rapport les unes avec les autres. Comme son nom l'indique, il nous raconte les aventures de l'être humain du moment où il va commencer à mettre le pied sur Mars, qui est habité, et ce qui va se passer dans le futur après un certain nombre d'années, de décennies, voire de siècles, il me semble, mais ça je n'en suis pas sûre. Et donc on va suivre des histoires complètement indépendantes, mais qui en fait sont liées entre elles par le destin de Mars et le destin de la Terre vis-à-vis de Mars, et de l'humanité qui a un lien très fort avec ces deux destinées, en particulier celle de Mars. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas rentrer plus avant dans ces histoires-là pour ne pas les dévoiler, mais j'ai trouvé ce livre incroyable. Les histoires en elles-mêmes, comme souvent avec des nouvelles, il y en a des excellentes, des moins excellentes. Je n'en ai pas trouvé une seule faible, je n'en ai pas trouvé une seule moyenne. Ça allait pour moi, en tout cas, de très bon à incroyable. Il y a eu des histoires drôles, je ne m'y attendais pas du tout. Il y avait vraiment des histoires très très drôles. En particulier une qui parle d'évangélisation de Mars. Je ne dévoile pas grand chose avec ça, mais c'est vrai que c'était... Le contexte prêtait à quelque chose de sérieux, mais c'était pas du tout le cas. Il y en a d'autres que j'ai trouvées très touchantes, d'autres que j'ai trouvées très tristes. Et encore une fois, c'est le type d'histoire, c'est ce que j'ai toujours aimé dans la science-fiction. En même temps, c'est peut-être pour ça que même si au début je n'ai pas compris que j'en lisais, par la suite c'est vraiment un genre auquel je me suis beaucoup attachée et que je lis de plus en plus même maintenant, c'est la réflexion que ça implique. C'est la science-fiction traite toujours du futur et de notre éventuel futur ou de notre réalité déformée. Et elle nous force à nous poser des questions sur notre société que notre vie normale de tous les jours ne nous pousse pas à nous poser parce qu'on a nos habitudes, parce qu'on a un monde qui nous est familier. Mais si on essaie de voir ce monde sous un autre regard, sous un regard différent, ou sur ce qu'il pourrait devenir, on est obligé de se poser des questions, parfois auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et même en se triturant le cerveau, on ne pense pas toujours à tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les Chroniques martiennes m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. Il y a eu plusieurs histoires où j'ai dû reposer le livre alors que j'avais envie de lire la suite. Mais pour laisser mon cerveau procéder, en fait digérer en fait tout ce que je venais de lire, le million de questions que j'avais eues pendant ma lecture, et donc de pouvoir passer à la suite après avoir quand même pris le temps de réfléchir. C'était quelque chose qui vraiment m'a... J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Un petit peu dans la même veine, il y a des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbach, je crois, c'est un auteur allemand. Et pareil, c'est un fix-up, c'est-à-dire qu'en fait toutes les nouvelles sont liées les unes aux autres, où on découvre en fait au début l'histoire d'une planète avec... c'est assez étrange en fait parce qu'au début l'histoire de cette planète, quand on est au sol avec eux, on découvre leur vie de tous les jours qui ressemble d'une certaine façon à de la fantaisie, c'est-à-dire on a l'impression que c'est un passé imaginaire dans lequel on est un petit peu resté coincé au Moyen-Âge dans un monde désertique avec des marchands, avec des choses comme ça. Donc on a plutôt l'impression effectivement d'être dans le passé, et au fur et à mesure des histoires, on va commencer à comprendre, avec l'explication de cette société au début, on va commencer à incarner des rôles différents dans la société, de plus en plus haut, de plus en plus éloigné, parfois à l'extérieur, dans l'espace, puisqu'en fait plusieurs planètes sont liées entre elles puisqu'elles appartiennent au même empire, et donc on va découvrir chacune des couches, chacun des rôles, chacune des opinions, jusqu'au regard ultime en fait sur ce monde et son ensemble.
Encore une fois, bon, les histoires sont un petit peu inégales, mais la plupart étaient très bonnes. Et certaines étaient absolument incroyables. Encore une fois, m'ont beaucoup fait réfléchir, m'ont fait aussi poser le livre parce que là, c'était pour des questions différentes. Ce n'était pas forcément pour le devenir de notre humanité, mais plutôt pour essayer de comprendre ce monde et de me dire oh, et si ça arrivait? Pas parce que c'est possible, mais comment je me sentirais si j'avais la même chose qui m'entourait? Si ce type de choses arrivait? Comment est-ce qu'on peut ressentir en fait ce type d'événement? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Et de se mettre à la place des personnages parce que ce sont des choses quand même assez incroyables et de se dire oh, mais qu'est-ce que je ferais si j'avais ça autour de moi? Et le titre des milliards de tapis de cheveux, qui est l'un des titres les plus étranges que j'ai vus de ma vie, s'explique. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas juste pour attirer le chaland, pour se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin, tiens, pour la peine je vais le lire. Non, non, il y a vraiment une explication. Au tout début, dans le premier village qu'on rencontre, les gens sont condamnés, c'est-à-dire qu'ils ont comme métier à vie de tisser des tapis avec des cheveux. Voilà. Et c'est en découvrant seulement l'ensemble de l'histoire que l'on va comprendre pourquoi ces tapis sont faits, le rôle qu'ils ont dans cet univers, et dans l'univers en règle générale, puisque cela concerne tout l'Empire. Voilà. Alors on va revenir sur les classiques avec Frankenstein de Mary Shelley. Celui-là, clairement, je ne le résume pas. Tout le monde connaît l'histoire. Même quand on ne l'a pas lu. Mais justement, il fait partie de ces livres, un petit peu comme Dracula, un petit peu comme d'autres livres dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, tellement classiques, dont on a tellement l'impression de connaître l'histoire, qu'on ne prend pas forcément la peine de lire l'histoire originale. Et j'ai décidé de le lire il y a peut-être 2-3 ans, et très sincèrement, je l'ai adoré. Malgré le fait qu'on connaisse un minimum l'histoire, déjà, on n'en connaît pas tout. Et encore une fois, il apporte des questionnements, cette fois sur la science, et jusqu'où on peut aller. Alors bien entendu, c'est un questionnement que l'on a dès qu'on entend parler de Frankenstein. C'est pour ça que le mot même de Frankenstein est une métaphore en soi. Par ailleurs, Frankenstein, c'est le scientifique qui crée la créature, ce n'est pas la créature. Là-dessus, effectivement, les films ont tendance à nous induire en erreur. Et effectivement, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans cette histoire, c'est la créature et son point de vue. Le point de vue sur son créateur, le point de vue sur ce qu'elle vit, sa façon de voir le monde et sa souffrance en fait dans le fait qu'il a été créé mais qu'il est forcé à vivre dans ce monde qu'il ne comprend pas, En fait, il a été laissé comme un bébé à l'abandon et il ne comprend absolument pas pourquoi ni comment il a été abandonné, pourquoi il est complètement perdu et surtout pourquoi personne ne l'accepte, personne ne le veut, tout le monde a peur de lui. Et en fait, c'est ça qui va en faire en fait une créature violente, une créature dangereuse, parce qu'en fait, c'est son parcours qui va le rendre comme ça. Et effectivement, là, pour le coup, effectivement, ça pose des questions sur la science, sur est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, sur cette volonté de l'être humain de toujours vaincre la mort, de pouvoir passer outre et de vouloir la vie coûte que coûte, mais aussi des conséquences de nos actes, des conséquences des décisions que l'on prend quand d'autres sont impactés, et beaucoup de choses comme ça. Donc très sincèrement, c'est un livre, je trouve, qui, malgré qu'il ait écrit au tout début du 19e siècle, je trouve n'a pas spécialement vieilli. Bien entendu, on trouve certaines façons de faire du 19e siècle qui sont peut-être un petit peu exagérées de nos jours. Bon, il y a toujours quelques évanouissements par-ci par-là, ça c'est un truc typique au 19e siècle, mais j'ai pas trouvé tant que ça que l'écriture avait vieilli, j'ai trouvé que c'était facile à lire, ce n'est pas un livre long, et je trouve que jusqu'à maintenant, il tient très bien la route en tant que classique de la science-fiction, en tant que classique de l'épouvante, puisqu'il est considéré dans les deux genres littéraires, et qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenter le coup et surtout de l'explorer avec sa propre opinion, avec ses propres idées à soi, sans forcément que ce soit interprété dans un film comme ça a été fait jusqu'à maintenant, et qu'on en a tous vu un certain nombre, ou au moins des extraits, et qu'effectivement, il fait partie de ces livres où je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le texte d'origine, et de le savourer tel qu'il était intentionnellement et au début. Voilà. Alors, pour le suivant, un autre livre dont j'ai déjà parlé, il s'agit de Flatland d'Edwin Abbott, un livre qui a été écrit au XVIIIe siècle. Alors je vous mettrai le lien sur la vidéo dans laquelle j'en parle le plus, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est encore une fois un livre ancien, et qui m'a beaucoup surprise par sa modernité et par son originalité. Flatland, c'est ce livre, vous savez, dont je vous ai parlé, où il n'y a pas du tout d'humain, et où les personnages
sont des figures géométriques. Nous avons donc le carré, qui est notre personnage principal, et qui vit avec des lignes, des cercles, des triangles, et chaque forme en fait a une position hiérarchique spécifique due à sa forme et due à la façon dont il est perçu. Mais ils habitent dans un monde en 2 dimensions, d'où le fait qu'il s'appelle Flatland. Notre carré nous raconte sa vie quotidienne, nous raconte aussi sa découverte de phénomènes étranges auxquels les autres ne paient pas attention, et en fait pour lesquels il va absolument essayer de se rapprocher et de comprendre, et il va découvrir le monde en 3D. Voilà, dans lequel les formes ont des volumes. Alors c'est très très étrange, c'est très difficile à expliquer comme bouquin parce que c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai lus de ma vie, sincèrement. Et à côté de ça, encore une fois, le fait de voir le monde sous des formes géométriques avec leur hiérarchie et avec la logique mathématique en fait qui vient avec les figures géométriques. Alors je tiens à préciser que j'ai beau aimer les sciences, les maths et moi ça fait 36. Donc vous pouvez le lire. Si moi j'ai pu le lire, vous pouvez le lire, sincèrement. On n'a pas besoin d'être mathématicien. Mais il y a une vraie logique mathématique dans le texte, dans ce qu'il explique, dans ce qu'il exprime, et encore une fois, qui nous fait poser des questions, parce que c'était, je pense, une forme à l'époque de critiquer la hiérarchie dans la société, de critiquer certains rôles, et en particulier le clergé et le rôle de la religion dans la société. Parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de censure, il y avait des choses qui ne pouvaient pas vraiment se dire. Je crois que je le dis, mais il a été écrit au XVIIIe siècle, à la moitié du XVIIIe siècle. Il me semble que c'était dans les années 1750 ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, il n'y avait pas la liberté que l'on trouve plus tard ou maintenant, mais son texte est quand même assez métaphorique mais clair. Voilà, donc c'est très très intéressant parce que du coup les questionnements ils sont, encore une fois, ce n'est pas juste de la fantaisie ou quelque chose qui a été fait pour être drôle, même si souvent c'est drôle, et en même temps ça apporte une réflexion, alors cette fois-ci strictement sur la société humaine et les conséquences de certains rôles qui nous gouvernent et qui jugent et décident pour nous de choses complètement absurdes et incongrues. Voilà. Donc c'est un livre très très court, on peut le trouver dans les éditions Librio, vous savez, à 2 €. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est un texte à découvrir. Je suis étonnée qu'il ne soit pas plus connu que ça, ou en tout cas de n'avoir jamais entendu parler de ce livre avant. J'en ai entendu parler après l'avoir lu, quand j'ai vu The Big Bang Theory. Mais avant ça, en fait, c'est justement parce qu'il faisait partie de la collection Librio que je voulais lire un petit truc et que je l'avais acheté. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air rigolo. On va voir, mais je n'en avais jamais entendu parler. Alors, il est peut-être pas connu chez nous, il est peut-être plus connu dans d'autres pays, mais sincèrement, je n'en ai jamais entendu parler avant. Voilà. Autre livre que j'ai absolument adoré, qui m'a beaucoup marqué, c'est La planète des singes de Pierre Boulle. Il me semble avoir vu l'un des films que je n'avais pas spécialement aimé, ou en tout cas qui m'avait un peu sans plus. Faudrait peut-être que je les revoie, mais le livre, en tout cas pour moi, me semble très différent. Alors, La planète des singes, en fait, raconte l'histoire de 2 astronautes au début qui vont tomber sur une sorte de bouteille à la mer, qui est plutôt un message dans l'espace, mais dans lequel ils vont trouver le témoignage d'une personne, d'un être humain qui a quitté la planète Terre pour aller sur une autre planète et qui a découvert qu'elle était dirigée, gouvernée par des singes. Là, je ne vous apprends rien de spécial, c'est écrit dans la 4e de couverture, avec les films, tout le monde sait que ça parle de singes, et toute cette histoire va nous raconter en fait la découverte de cette planète où ce sont les humains qui sont cachés dans la forêt, qui sont abattus pendant des parties de chasse, et les singes qui se sont développés, qui ont développé leur intelligence. Je parle intelligence entre guillemets parce que dans la réalité ils sont intelligents aussi, on n'a juste pas la même forme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une haute intelligence chez les animaux, on a juste des façons différentes de l'exprimer, de l'utiliser. Mais c'est vrai que, alors encore une fois, on se pose beaucoup de questions, ça remet beaucoup en question des choses sur notre société, mais aussi vis-à-vis du bien-être animal, de notre façon de traiter les autres, parce que ça parle du bien-être animal, mais au final, il y a tellement de peuples aussi qui ont été conquis par la France, l'Espagne, enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, et dans lesquels, effectivement, quand on a rencontré les indigènes, on a décidé qu'ils n'avaient pas d'intelligence ou pas d'âme ou pas de machin. Enfin, ça a pris beaucoup de temps quand même pour être capable d'admettre que ils étaient comme nous. Et effectivement, de voir toute cette différence et tous ces traitements. Mais là, c'est un être humain qui le subit
face à d'autres. Si on a un tant soit peu d'empathie, si on a un tant soit peu de réflexion logique en fait vis-à-vis du spécisme et de tout ce type de choses, c'est effectivement quelque chose d'assez logique. Normalement, on n'a pas besoin de bouquins pour penser à ça. Malgré tout, l'histoire reste intéressante parce qu'elle expose, encore une fois, certains aspects auxquels on n'a pas pensé forcément. Je pense quand même que pour beaucoup, malheureusement, ce type de texte est nécessaire. Parce que non seulement l'histoire était géniale, je l'ai vraiment beaucoup aimée, mais quelqu'un qui effectivement n'arrive pas à se mettre dans la tête que le fait qu'on ne soit pas à la place des autres ne veut pas dire que ces autres soient plus bêtes, inexistants, n'aient pas la même force de pensée, n'aient pas la même intelligence, n'aient pas... il faut vraiment les mettre dedans pour qu'ils disent « mais au fait » et qu'ils commencent à y penser. L'être humain est égoïste, l'être humain pense être le centre du monde, et ça, ce n'est pas une nouveauté. Et c'est justement un livre, je trouve, qui met très bien les choses à leur place, et qui pousse, qu'on le veuille ou non, au moins à réfléchir un tant soit peu à ce type de choses. Voilà. Donc, je le conseille sans souci. C'est un livre qui se lit très bien, qui se lit très vite, et en même temps, si vous connaissez des gens, effectivement, qui ont des problèmes d'empathie, je vous conseille de l'ouvrir. Alors maintenant, je vais revenir rapidement sur La Cité et les Astres d'Arthur C. Clarke, que j'ai lu assez récemment, il me semble l'année dernière, et donc dont j'ai parlé sur cette chaîne, pour lequel je vous mettrai le lien encore une fois. Mais je voulais quand même revenir dessus, tout simplement parce que oui, c'est un livre qui m'a marqué, oui, c'est un livre pour lequel je me suis régalée. Et on se retrouve en fait avec un personnage principal qui vient de naître, entre guillemets, en tant qu'adulte, dans un monde dans lequel... il y a la possibilité de transférer ses mémoires dans un autre corps. Ce qui fait que lorsque le corps physique se détériore, on peut se transférer dans un autre corps. En gardant sa mémoire ou en n'en gardant que des parties selon son choix quand on sent qu'on va mourir et qu'on va aller se faire mettre dans la base de données. J'arrivais pas à retrouver le mot. Voilà. Et donc, on va découvrir ce monde futuriste, ce monde qui a plusieurs milliers d'années après notre société actuelle, et dans lequel, effectivement, on va non seulement comprendre toute cette histoire de mémoire, comment ça fonctionne, les conséquences que ça a, mais on va aussi suivre le personnage avec... en fait, il est dans un monde où la société a été faite de façon tellement parfaite que l'humanité a tout ce qu'il lui faut là où elle est. On considère qu'ils vivent dans la dernière cité et que plus rien n'existe au-delà, puisque l'humanité a été détruite à l'extérieur, que donc c'est leur dernier refuge et qu'en même temps, leur monde étant tellement parfait, pourquoi aller ailleurs? Voilà. Ça ne les intéresse pas et en même temps, ça leur fait peur parce que pour eux, ce qui est à l'extérieur de cette cité, c'est ce qui a détruit les humains. Donc ils ne veulent pas y aller. Et on va suivre ce personnage qui a une certaine attraction vis-à-vis de cet extérieur parce qu'il ne comprend pas, il voit les choses autour de lui, on les lui apprend et en même temps il ne comprend pas pourquoi est-ce que lui il n'a pas de mémoire, pourquoi est-ce qu'il aurait effacé la totalité de sa mémoire. Il veut absolument savoir pourquoi les autres en gardent une partie voire tout, ce qui leur permet justement d'atteindre une connaissance et une sagesse bien supérieure à un être humain qui aurait un âge normal comme nous on connaît. Et il va essayer justement de découvrir ça, mais aussi d'essayer d'aller à l'extérieur, malgré le fait qu'on le menace, qu'on lui dise non, il ne faut pas que tu y ailles, et qu'à un moment donné, on lui dise écoute, si tu y vas, à tes risques et périls, mais c'est ton problème, on veut plus de toi. Voilà. Donc c'était, je ne peux pas décrire tout ce qui se passe ici, mais c'est vrai que c'était un livre qui était incroyable. L'imagination, l'originalité, les idées. À un moment donné, vous savez, il y a tellement de thématiques assez similaires que des fois, on arrive à trouver des très bonnes histoires, mais l'originalité manque un petit peu. Et je trouve que c'est très rafraîchissant justement de trouver des histoires comme ça. On a l'impression de renouveler tout un type pas de littérature, mais tout un type d'histoire. On avait l'impression qu'on avait déjà un petit peu tout entendu et en fait, ça n'est pas le cas. Je me suis régalée, c'était très très intéressant. On en revient toujours à la même chose. Les questionnements sur notre société, sur soi-même aussi. Sur soi-même, sur... qu'est-ce que je garderais, qu'est-ce que je ne garderais pas, qu'est-ce que je ferais si moi j'avais ces capacités dans ce monde-là. Et au final, on se remet en question sur certaines choses, de se dire, mais au fait, est-ce que certaines choses dans ma vie ont valu la peine d'être vécues? Est-ce que les mauvaises choses valent la peine d'être effacées? Est-ce que... beaucoup de choses comme ça en fait. Donc c'était encore une fois très très intéressant. Le suivant dont je veux vous parler, encore une fois l'un des livres les plus bizarres que j'ai lus,
et il s'agit du Monde inverti de Christopher Priest. Dans le Monde inverti, notre personnage principal commence à nous raconter son histoire en nous donnant son âge qui ne se calcule pas en années mais en kilomètres. Pourquoi en kilomètres? Parce qu'ils sont dans une ville en mouvement permanent. C'est une ville qui se déplace constamment, dans laquelle ils ne sortent pas. Encore une fois, je pense que beaucoup d'auteurs, mais je pense aussi que beaucoup d'entre nous, malheureusement, pensent que notre futur sera synonyme d'enfermement pour plusieurs raisons selon les histoires. Soit à cause de la guerre, soit à cause du danger à l'extérieur, soit parce qu'on a tout détruit, soit parce qu'il n'y a plus de nature. Mais le fait est que c'est quand même quelque chose de très très récurrent. Voilà, un petit peu de la même façon que tout ce qui est post-apocalyptique, l'enfermement est lui aussi quand même un thème que l'on retrouve souvent. Les êtres humains sont donc enfermés dans cette cité dans laquelle ils doivent assister à des cours, dans lesquels ils doivent apprendre à vivre et apprendre un minimum de quoi est fait le monde extérieur, puisqu'en fait la plupart d'entre eux sont des ouvriers qui permettent à la ville d'avancer. En fait, il faut que la ville avance à un certain rythme, sans ça, c'est dangereux. Pourquoi ? Ils ne font qu'exécuter les ordres. Bien entendu, on découvrira pourquoi plus tard, parce que sinon ce serait pas intéressant. Mais la plupart d'entre eux, en fait, sont là pour continuer de mettre des rails devant la ville et qu'elle puisse continuer d'avancer non-stop. Parce que apparemment, si elle s'arrête, c'est la mort du système. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas en dire plus parce que je ne veux pas trop en dévoiler, mais c'est un livre très, très, très étrange. Pendant, j'allais dire les 3/4, disons plutôt la moitié du livre. Je me disais, mais... Voilà, c'était ma tête. Et pourtant, je ne pouvais pas le lâcher parce que je voulais savoir comment, pas forcément ce qui allait se passer, mais plus comment ça fonctionnait, quel était le système, quelle était la technologie qui était impliquée là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre à l'extérieur, à quoi ressemble l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Ce qui forcément devient intéressant quand on commence à suivre des travailleurs et des choses comme ça. Et de finalement réussir à comprendre le pourquoi, du comment et la raison derrière tout ça, parce que oui, on a des explications sur tout, c'était vraiment incroyable. Alors si vous n'avez jamais lu cet auteur, moi pour l'instant je n'ai lu que celui-là, il faut que j'en lise d'autres. Mais c'est aussi l'auteur du Prestige, dont je n'ai pas vu le film. Mais je sais que c'est un film qui a été très apprécié, donc si vous avez vu le film, sachez que c'est le même auteur. Et donc voilà, que c'est encore une histoire de la même personne, donc... Si vous avez aimé, j'imagine que vous allez peut-être aimer celui-là aussi, même s'il me semble que ce sont des histoires complètement différentes. Voilà. Et pour finir avec tout ce qui est roman, je voulais parler de l'un de mes favoris et de l'un de mes auteurs favoris. Il s'agit Dans le torrent des siècles de Clifford Simak. Je vous ai déjà parlé de Clifford Simak pour Demain les chiens. J'ai lu 3 livres de cet auteur. J'ai lu donc Dans le torrent des siècles, dont je vais vous parler maintenant. Demain les chiens, que j'ai adoré, dont je vous ai parlé. Et... Au carrefour des étoiles, que j'ai aussi adoré. Mais pour moi, celui qui est le plus resté dans mon cœur, c'est Dans le torrent des siècles. On est dans une histoire, encore une fois, futuriste, un mélange de cyberpunk, space opéra, en fait plein de genres mélangés, dans laquelle, en fait, on doit suivre un personnage principal qui, au début de l'histoire, atterrit, se crache en fait dans le jardin d'un personnage important, un ministre il me semble, ou quelque chose comme ça, alors que ce crash a été annoncé à ce ministre. Il a reçu une lettre pour lui dire, ce jour-là, un vaisseau va se crasher dans votre jardin avec telle personne. Or cette personne, qui est notre personnage principal, a été portée disparue et considérée comme mort depuis des années. Voilà, c'est le début de l'histoire. On va donc commencer, après cet événement, à suivre l'histoire du personnage principal, qui lui-même essaye de comprendre dans quel monde il a atterri, pourquoi est-ce qu'il est considéré comme mort, et qu'est-ce qu'il est devenu entre-temps, lui ce qu'il a découvert et que les autres ne savent pas, et qui fait qu'il revient. Et en fait, il essaye lui-même de comprendre son histoire, alors que beaucoup de temps s'est écoulé. C'est un livre que j'ai trouvé fascinant pour plusieurs aspects, encore une fois les questionnements, mais en dehors de ça, vraiment, j'ai trouvé que chaque chapitre, chaque nouvel élément de son histoire, qui non seulement décrit un monde, comme j'ai dit, très, très cyberpunk, ça reste assez ancré dans ce paysage-là. Et par la suite, ça deviendra du space opéra, mais effectivement, quand on comprend les ficelles, en fait, qui ont abouti au crash de départ, c'est quelque chose qui est assez incroyable, qui non seulement nous permet... Vous savez, c'est typiquement... J'essaie de vous décrire sans trop vous donner d'histoire, mais c'est typiquement le genre d'histoire, vous savez, un petit peu comme certains films ou certaines séries, quand on arrive au bout, qu'on comprend les tenants et les aboutissants, on n'a qu'une envie, c'est de revenir au début parce que maintenant on comprend tout. Voilà.
C'est vraiment, vraiment cet effet-là que ça a fait. Voilà. Alors, sinon, pour les romans en règle générale, je vous dis tout de suite que certains d'entre vous risquent d'être étonnés de ne pas m'entendre parler de Le problème à trois corps, Terminus ou Bloodchild. Relativement de Le problème à trois corps de Liu Cixin, Terminus de Tom Sweterlich et Bloodchild de Octavia Butler, mais c'est parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé. Donc je considère que je n'ai pas besoin de revenir dessus. Si vous me connaissez, vous savez déjà que je les conseille très très largement. Ils sont pour moi au top de top. Par contre, si vous n'avez pas encore vu mes explications, je vous mettrai les liens de toute façon. Comme ça, vous pourrez aller en entendre parler plus en détail et comprendre pourquoi je les aime à ce point-là. Je voulais quand même rajouter un petit aparté pour les graphiques. Il existe énormément de graphiques de science-fiction, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais je vais juste vous donner les 3 qui vraiment m'ont beaucoup marqué. Avec le premier d'entre eux qui est Dragonhead de Mochizuki. Dragonhead qui en fait nous raconte l'histoire d'un voyage scolaire qui se passe au Japon bien entendu puisque c'est un manga, et au moment où il passe en fait sous un tunnel dans la montagne, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que le tunnel va complètement s'effondrer, ils vont se retrouver coincés sous l'éboulement, et à partir de ce moment-là, une quête pour sortir de ce tunnel commence. Quand ils sortent de ce tunnel, ils se rendent compte que le monde a été dévasté. C'est un livre post-apocalyptique, un livre qui m'a beaucoup marqué à cause de son ambiance viscérale, de son ambiance de survie très effrayante. J'ai trouvé l'ambiance malsaine et en même temps impossible de poser le bouquin. On se retrouve encore une fois avec ces groupes entre ces espèces de gangs qui se forment pour profiter de la situation, et à côté de ça des gens qui essayent de survivre et qui finissent effectivement par se transformer en monstres juste pour pouvoir survivre dans ce milieu-là. Il me semble aussi que ça faisait partie des premières histoires post-apocalyptiques que je rencontrais. Peut-être pour ça que ça m'a marqué, mais quand je vois qu'il continue quand même à être mis comme l'un des meilleurs mangas de SF dans plusieurs endroits, dans plusieurs sites, je pense que je n'ai pas été la seule à avoir été marquée à ce point-là. J'ai encore des images dans ma tête qui me mettent mal à l'aise. Des fois, juste en fait de regarder la couverture, je me dis aïe aïe aïe. Et pourtant, je l'ai adoré. Mais pour moi, c'est un bijou. Autre bijou que certains d'entre vous savent déjà que j'adore, c'est Akira. Akira, si vous avez déjà vu le film, si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. Si vous avez déjà vu le film et que vous l'avez adoré, dites-vous que le roman graphique en fait, parce que c'est vraiment ce que c'est. Ce manga qui est à l'origine en 6 tomes, mais 6 tomes de 300 ou 400 pages chaque. En France, il me semble que c'était 14 tomes. Est absolument incroyable. C'est l'une des bases du cyberpunk tel qu'on le connaît aujourd'hui, de l'imagerie en tout cas du cyberpunk tel qu'on la connaît aujourd'hui, même si je sais qu'en fait c'est le livre de Gibson, Néromancien, mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau de l'imagerie populaire, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Pour moi, le film comme le manga sont absolument incroyables. On se retrouve encore une fois dans un monde post-apocalyptique après une 3e guerre mondiale, dans laquelle ça se passe au Japon, donc ça se base vraiment sur la destruction de Tokyo, qui devient Néo-Tokyo, et le monde que ça va devenir après ça. Bon, encore une fois, c'est beaucoup de survie, beaucoup de crimes, mais là, on a encore les villes, et les gens essayent de survivre, et d'éviter que ça n'arrive encore, puisqu'il y a vraisemblablement un risque. Beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires, beaucoup de science, je ne peux pas en dire plus que c'est absolument incroyable. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'une des histoires qui me tient le plus à cœur, autant en film qu'en manga. Et je vais relire le manga d'ailleurs parce que ça fait très longtemps et que je ne me rappelle pas de tous les détails. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps et sincèrement, c'est vraiment une histoire que je porte dans mon cœur. Et je terminerai par un dont on parle moins ces dernières années, mais effectivement à l'époque qui était très très connu. Et il s'agit de Gunma. Gunma qui s'écrit G-U-N-N-M, que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui à l'époque où il était sorti était très très... avait eu énormément de succès, avait aussi beaucoup marqué. Et là, il s'agit encore une fois d'une histoire post-apocalyptique, très très ancrée dans le cyberpunk. On est très apocalypse et cyberpunk pour le coup sur la fin. Mais où en fait on rencontre un personnage principal qui est en fait un robot. Un robot qui, d'une certaine façon, a une forme de pensée, une intelligence et une âme, et qui essaye de comprendre aussi la façon pour laquelle elle a été fabriquée, mais qu'elle a été retrouvée dans une décharge.
puisqu'au début de l'histoire, en fait, on retrouve ces morceaux et quelqu'un va décider de la remettre en marche. Et elle va essayer effectivement de se dépatouiller dans ce monde alors qu'elle vit souvent dans le cyberpunk. Il y a des très très grands extrêmes dans la société entre les très pauvres et les très riches. Et donc elle est dans ce milieu-là où il faut se battre pour survivre, où les gens vivent plus ou moins au milieu des poubelles. Et où l'un des seuls moyens de s'en sortir, c'est de gagner un sport dont je ne me rappelle plus le nom, mais où en fait c'est une sorte de course de roller, mais beaucoup plus violente. Voilà, dans laquelle, pendant qu'on fait la course, on a le droit d'avoir des armes et on a le droit de se débarrasser de ses adversaires. Encore une fois, c'était une histoire très très marquante. Son monde était vraiment très particulier. Et si vous aimez, surtout si vous aimez tout ce qui est post-apocalyptique et cyberpunk en particulier, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, on va terminer cette petite vidéo qui va encore être à rallonge, je sens... me connaissant. Et puis écoutez, surtout, vous n'hésitez pas, avril, pas avril, donnez-moi toutes vos idées de livres de science-fiction qui vous ont marqué, que vous voudriez me voir lire, ou en tout cas que vous me conseilleriez de lire, parce que comme j'ai commencé à lire ce genre sur le tard, même si j'en ai déjà lu pas mal, il y en a encore tellement que j'ai à lire, en particulier certains classiques d'ailleurs que je n'ai toujours pas touchés, et j'ai vraiment très très hâte de continuer cette aventure dans la science-fiction qui pour moi reste l'un des meilleurs genres littéraires, malgré ce qu'en disent certains qui considèrent que ce n'est pas la littérature. Mais l'élitisme en littérature, on s'en tape. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt. Ciao ciao.